Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et du moins que vous allez mieux que moi aujourd'hui qui suis encore sous grippe. Hier j'ai pu suivre les matchs en tout cas de Ligue des Champions mais j'étais tellement fatigué, tellement dans le mal que je ne pouvais pas parler sans avoir envie de vomir toutes les 2 minutes. Donc c'était impossible pour moi de faire le débrief à chaud par exemple de Benfica Barça ou de Liverpool PSG hier. Du coup je me suis dit qu'aujourd'hui, comme ça va un peu mieux, même si c'est pas encore le top et que j'ai encore un peu d'énergie, je vais vous faire un triple mini débrief de Munich Leverkusen, de PSG Liverpool et de Benfica Barça dans cet ordre-là. Du coup, aujourd'hui, vidéo qui je pense vous plaira quand même. On va essayer d'aller à l'essentiel pour ne pas perdre trop de temps et d'énergie. Mais en tout cas, merci à ceux qui me suivent et qui s'abonneront, qui cocheront la cloche, qui mettront un petit pouce bleu après cette vidéo-là. Si bien sûr vous aimez mes vidéos, mes analyses et mes avis. Et puis n'oubliez pas que je ferai bien sûr les débriefs quand je suis pas malade évidemment pour ces équipes-là et pour la suite de la compétition, pour avoir un contenu plus diversifié en ce moment que ce que je propose surtout de base que sur le Real ou le Barça. Et puis voilà, on est des fans de football et j'ai envie quand même d'élargir l'audience, d'élargir mon contenu avec en tout cas plus de football pour qu'on soit plus content entre nous et en tant que fan de football, tu vois. Enfin bref, pour commencer cette vidéo, on va parler de Munich, Leverkusen, victoire 3-0 du Bayern qui bat enfin sa bête noire des dernières saisons. Une équipe qui, pour rappel, s'est fait sortir de la Coupe d'Allemagne par Leverkusen. Une équipe qui s'est vue privée du titre en Allemagne l'an dernier par Leverkusen. Et qui, par contre, sous Xabi Alonso, n'arrivait pas à battre l'équipe de Xabi Alonso. La dernière fois que le Bayern Munich avait remporté un match contre Leverkusen, c'était le 30 septembre 2022, donc c'était 4-0 à domicile, et c'était avant que Xabi Alonso prenne l'équipe. Après ça, c'était que des victoires pour Leverkusen ou des matchs nuls, avec souvent des prestations où c'était le Bayern qui était extrêmement regroupé, qui n'arrivait pas à générer beaucoup d'occasions, qui galérait énormément dans les matchs, sauf que là, il s'est passé un tournant. La Ligue des Champions, c'est pas la Bundesliga, c'est pas la Coupe d'Allemagne, c'est une autre compétition, c'est une autre atmosphère. Et il est vrai que le Bayern, par rapport à Leverkusen, a quand même beaucoup plus d'expérience, voilà, que par rapport à son concurrent. On a surtout une composition de Xabi Alonso qui forcément pose beaucoup de questions. On a quand même une équipe qui s'est privée déjà de Radeki, le gardien titulaire, sur ce match-là, pour Kovar qui a fait une faute de main monumentale qu'on reverra juste après. On a une équipe qui a aligné 6 défenseurs. 6 défenseurs et qui s'est privé aussi de Patrick Schick ou de Boniface. Je veux bien que tu joues à l'extérieur contre une équipe de base qui sur le papier est meilleure que toi et plus en forme que toi. Mais quand on voit les derniers Leverkusen Bayern, notamment celui de la Coupe d'Allemagne ou même celui du championnat où il y a eu 0-0, Leverkusen, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, a toujours été meilleur dans le jeu et les intentions. Donc pourquoi reculer aujourd'hui? Pourquoi jouer la sécurité aujourd'hui avec des joueurs comme Frimpong et Grimaldo qui étaient positionnés un peu trop haut au lieu de leur poste habituel, ou pourquoi pas simplement garder ce rôle de piston? Pourquoi garder Adli et Wirtz plutôt devant alors que tu avais Patrick Schick qui est en forme, qui peut planter un but de la tête, qui peut te sortir de la merde sur un coup de pied arrêté, et surtout qui peut t'aider à souffler un peu. Quand tu es dominé, avoir des joueurs grands, physiques, qui peuvent t'aider à remonter le bloc, qui aident simplement à calmer les ardeurs de l'adversaire, ça peut être pas mal. En face, tu avais bien sûr un 11 classique côté compagnie et du Bayern, mais quand tu vois le résultat, 17 tirs à 3, j'ai jamais vu, ou très rarement, Leverkusen autant dépassé dans tous les compartiments du jeu. Surtout quand tu vois que il s'est passé énormément de choses, parce que tu peux critiquer Xabi Alonso, mais quand tu vois que Harry Kane, entre Jonathan Tah et Mukiele, il arrive à caler une tête que le gardien n'arrive pas à aller chercher, et que ça ouvre le score dès le début, que tu continues à ne pas avoir de vraies occasions, à ne pas monter ton bloc, à continuer de balancer les ballons devant. Alors que Leverkusen, c'est une équipe quand même qui de base pose le pied sur le ballon, qui a des schémas de passe et de sortie de balle hyper intéressants, qui a ce jeu en une deux touches de balle, qui va créer des occasions et en tout cas casser des lignes rapidement sur les transitions rapides. Là, on n'a rien vu de ça. On n'a pas vu beaucoup de transitions, on n'a pas vu des passes intelligentes, on n'a pas vu des mouvements intelligents, et quand en plus ton gardien il rate sa sortie avec la balle notamment qui lui glisse des mains, et que Moussiala, beaucoup plus intelligent que les défenseurs, et beaucoup plus malin, plus vif, va la pousser au fond, à 2-0 à la 53e, c'est quand même un truc de fou de se dire que l'équipe a été passive, a été attentiste, et c'est un petit peu ce qui se passe depuis le début de saison. Côté Leverkusen, quand on voit notamment les deux matchs qu'ils avaient fait contre Leipzig en championnat, à chaque fois ils ont perdu des points en menant 2-0. Ou un truc comme ça, tu vois. Il y a toujours eu des matchs où Leverkusen, d'habitude, c'est eux qui gagnent à la 90e minute,
même si cette année ils l'ont aussi fait plusieurs fois, mais cette année, c'est souvent eux qui prennent des buts dans le dernier quart d'heure, souvent eux qui sont menés au score et après qui n'arrivent plus à remonter comme avant, et malheureusement ça leur fait perdre beaucoup d'options pour le titre en championnat, mais surtout en Ligue des Champions. Ben là, ils prennent une tabasse comme ils en ont pris une contre Liverpool, et ça se voit aussi qu'il y a un manque d'expérience assez criant. Même en face, t'as Manuel Neuer qui sort sur blessure. Tu dis que peut-être ça peut être un tournant, ça peut être aussi quelque chose aussi d'impactant, parce que quand t'as un grand gardien qui fait des arrêts demandés au PSG contre Liverpool, ça fait la diff. Mais là, Leverkusen était tellement impuissant qu'offensivement, il crée pas grand-chose. Donc au pire, que t'es Neuer ou pas Neuer, le Bayern était dans un fauteuil. Surtout en plus quand t'as Mukiele qui fait une erreur monumentale, même si c'est excusé derrière très rapidement, en marchant sur le mollet de Coman, il prend un deuxième jaune, c'est rouge. Et après t'as Tapsoba qui est quand même pas un mauvais défenseur qui rentre et qui ceinture Kane, en sachant que t'as la VAR frérot, il le ceinture penalty. Donc tu vois, on peut critiquer Xabi Alonso, mais le problème c'est que quand t'as une équipe qui depuis le début de saison fait d'énormes erreurs défensives, des passes en retrait mal ajustées, des sorties du gardien mauvaises, des défenseurs mal alignés, des joueurs qui, je sais pas, ils sont individuellement totalement foudroyés. Ben, certes, la compo était pas la plus excellente, mais prendre 3 buts avec 6 défenseurs alignés, ça fait quand même mal. Et là, franchement, sur les 3 buts, t'as quand même 2 monumentales erreurs qui auraient pu de base être évitées et laisser en vie Xavi Alonso, qui aurait pu tirer parti de son manque de jugeote sur cette composition pour un match retour à Leverkusen qui aurait été plus enflammé à 1-0, voire à 2-0. Mais là, pour le coup, quand t'as très peu d'occasions, que t'es à 10, que t'offres un penalty et qu'en plus t'es pas capable d'être solide, waouh, ou même créatif, parce que là, les Florian Wirtz, les Palacios, et les Xhaka, etc., on les a pas vus. Grimaldo, Frimpong, qui d'habitude sont bien meilleurs dans l'exploitation du ballon, de la profondeur, du jeu long notamment pour Grimaldo et simplement des coups de pied arrêtés. Là, on a très peu eu de tout ça. Et vraiment, j'ai l'impression d'avoir revu un peu le Leverkusen de l'Atalanta enfin l'Atalanta en Europa League. Tu vois, c'est pareil. Et là, Xabi Alonso, même si moi je l'adore et que j'aimerais bien sûr le voir au Real Madrid, hein, là pour le coup, entre l'Atalanta et là, il a montré certaines erreurs tactiques et techniques, un petit peu comme peut faire Guardiola par moment dans ses fantaisies, tu vois, comme il a pu faire par le passé. Mais après, je suis persuadé que là, c'est plus, à mon avis, ces joueurs qui l'ont coulé qu'autre chose. Enfin bref, en tout cas, pour moi, je pense que là, c'est plié. Pour le Bayern, je pense clairement que je vois pas les Leverkusen faire un 3-0 et accrocher les prolongations et après aller chercher un 4-0. Donc, compagnie, je pense qu'il a fait le travail. Et que là, le Bayern, on les sous-estimait beaucoup par rapport à leur phase de poule de Ligue des Champions, par rapport à leur jeu qui est pas non plus exceptionnel, par rapport à leur sortie de route en Coupe d'Allemagne. Mais je pense quand même que là, Compagnie, il est en train de créer quelque chose avec des joueurs surmotivés. Kane qui veut vraiment son premier trophée, qui va peut-être vaincre sa malédiction pour de bon avec la Bundesliga cette année. Et ils peuvent peut-être aller dans cette moitié de tableau au moins en demi-finale contre le Barça derrière. On sait pas. Enfin bref, en tout cas, PSG Liverpool. Là, les amis, c'est le match que j'ai le plus suivi hier, en tout cas avec le plus d'attention. Et c'est vrai que ce match-là, il va laisser énormément, je pense, de souffrance aux supporters du Paris Saint-Germain. D'un côté, t'as une composition qui est très bonne, hein. Moi, il y avait peut-être Désiré Doué que j'aurais peut-être mis à la place de Fabian, parce que même si Fabian Ruiz a très bien joué, Désiré Doué en ce moment, c'est quelqu'un qui est très bon. Après, je comprends totalement Luis Enrique de pas griller toutes ses cartouches d'un coup. On dit souvent que même si t'as tous tes joueurs qui sont bons, il faut en garder au moins un ou deux sur le banc pour pouvoir justement, suivant la dynamique du match, agir ou réagir et simplement ne pas griller toutes ses cartouches. Par exemple, quand tu as Arne Slot qui a joué avec Diogo Jota notamment et à la place de Darwin Nunez, par exemple, bah tu vois, Darwin Nunez il est rentré, il a fait la diff. Quand tu vois qu'il s'est passé de Curtis Jones, qui est monumental du côté de Liverpool depuis le début de saison, et d'ailleurs quand il est rentré, il a apporté plus de sérénité côté Liverpool. Ça les a pas aidés à changer le match, mais Curtis Jones il a apporté plus de conservation, plus de qualité technique, et qu'il a permis simplement de avoir un peu d'air. Tout comme Harvey Elliott qui est rentré à la place de Mohamed Salah, que certains ont appelé hier sur Twitter Mohamed Salad, parce qu'il a été totalement nul, il a été vraiment transparent, trop prévisible. Il n'a pas eu l'allure en tout cas du ballon d'or en puissance que l'on annonce depuis presque le début de saison par rapport à tout ce qu'il fait en Première Ligue et même simplement en Ligue des Champions, sauf depuis maintenant. Et en gros, c'est vrai que Salah hier, il est passé totalement à côté de son match. Il a été bouffé par Nuno Mendes, qui a fait tout ce qu'il fallait, sauf à la fin sur Harvey Elliott. Et je pense d'ailleurs qu'il s'est totalement relâché en pensant que le plus dur était fait en sortant Salah. Mais globalement, le PSG a fait un match de patron.
Je vous le dis, quand tu vois les statistiques, que ce soit en possession, expected goal, que ce soit en tir au but, quand même 27 frappes ou presque 30, parce que là je crois que c'est un screen de la 89e sans compter les arrêts de jeu. Donc on a quand même une équipe de Liverpool qui a tiré 2 fois, qui en a cadré qu'un et qui a marqué. Et franchement, ça c'est un script FIFA. Tu savais très bien que ça allait finir comme ça. Arne Slot, il a appelé Simeone, il a appelé je sais pas qui pour jouer à fond le bus comme ils ont fait hier. Mais déjà de base, personne ne pouvait penser que Liverpool allait jouer le bus. Parce que Liverpool, c'est quand même une équipe depuis le début de saison qui joue au football, qui n'a jamais renié son foot, peu importe la situation. Jamais. Tu vois, même si en ce moment ils ont un coup de mou, là, le collectif du Paris Saint-Germain, de Luis Enrique, a montré dans les sorties de balles, la pression, le pressing, ils ont montré dans toutes les qualités offensives qu'ils étaient vraiment au-dessus. Après, tu peux pas, comment dire que le résultat dans tous les cas est mérité pour Liverpool parce qu'ils se sont fait bouffer, mais en plus, il y a quand même un fait de jeu important. Et pour moi, le PSG hier s'est fait voler. Et il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre mot en fait. Pour moi, le PSG s'est fait voler quand tu vois que Barcola se fait bousculer dernier défenseur par Konaté. Alors, il n'y a pas penalty, mais il y a coup franc. Et en plus, il y a carton rouge pour Konaté. Ce qui aurait poussé Liverpool à 10 dès la première mi-temps, si je dis pas de bêtises. Et en plus, il n'aurait rien pu faire derrière. Déjà qu'il ne pouvait rien faire à 11 contre 11 face à un PSG qui les asphyxiait, qui les dominait, qui les faisait reculer, qui les empêchait de sortir, qui interceptait toutes les balles, en tout cas les tentatives de relance, qui bouffait tous les contres de Liverpool dès le rond central ou les 20-30 derniers mètres du PSG. Là, à 10, il serait pas sorti. En plus, Konaté, il a été quand même précieux pour dégager des ballons et tout. Si lui, il se fait sortir, mais je pense que l'équipe de Liverpool prend encore plus l'eau. Franchement, c'était aberrant. Quand tu vois Van Dijk qui était dépassé, Arnold et Robertson qui se faisaient déborder de tous les côtés, Gravenberch et Alistair qui se faisaient pareil, bouffer dans l'entrejeu, avec, comme je l'avais déjà dit dans mes vidéos précédentes, tout simplement sur Twitter, Vitinha, Joao Neves, pour moi, ce duo, c'est des pépites d'or, les gars. C'est des pépites d'or, et franchement, ils ont un grand avenir, ces deux-là. Et ceux qui les sous-cotent, je ne vous comprends pas. Même Marquinhos et Pacho, en défense centrale, ils ont été patrons. Pour le peu de ballons qu'ont eu Jota, Luis Diaz, Salah et Zlobozai devant, ça a été patron. C'était impressionnant. Barcola, il s'est régalé. Gvaracella s'est régalé. Ousmane Dembélé, qui par tous ses crochets, ses petits ponts, ses grands ponts, et ses débordements montrés, même s'il a raté après plusieurs tirs et tout, tu vois. C'était quand même un patron. Mais là, Barcola, un peu à l'image de ce qu'il a fait l'an dernier contre le Barça avec Arauro, tu vois. Normalement, c'est carton rouge. Après, le problème du Paris Saint-Germain, c'est que là, tu vois, t'as Ousmane Dembélé qui a débordé, qui a centré pour Neves. C'est qu'il y a eu plusieurs ratés immondes. Là, normalement, cette passe en retrait, elle doit finir au fond. Pareil, là t'as une occasion, Alisson il est plus dans les cages. T'as Hakimi qui remet, alors j'arrive pas à voir avec le screen, je crois que c'est Barcola qui, certes, il a 3 défenseurs devant lui, mais il marque pas. Kvaratskhelia, bon le pauvre, il marque un but sur une très belle action collective du Paris Saint-Germain, mais il est hors jeu pour un poil de cul. Et ça, je le répète encore une fois, mais cette loi du hors jeu, il faut qu'elle s'arrête. Il faut la changer. Tu peux pas refuser un but pour un talent qui traîne. Être hors jeu, pour moi, c'est être un joueur vraiment hors jeu. Et pas avoir un talent qui traîne juste derrière. Parce qu'il marque pas du talent. Je veux dire, c'est pas parce que le talent est traîné que c'est ça qui a changé l'action. Mais ça, de toute façon, avec la nouvelle loi Wenger là, qui va arriver, où il faudra que le défenseur soit totalement dépassé par l'attaquant pour qu'il y ait hors-jeu, pour moi, je préfère ça. Parce que jouer sur une épaule, un genou, etc., c'est pas du football. C'est pas du football pour moi. Donc aujourd'hui, il faudra que les défenseurs soient plus intelligents, parce que là, pour moi, c'est que de la chance, en fait. Là, c'est que de la chance, ce genre de but refusé. Et pareil, quand tu vois après Kvaratskhelia qui te sort des choses, ou même Dembélé, Barcola, Désiré Doué après quand il est rentré et tout, et que Alisson, il a tout sorti du bout des doigts par des gros arrêts, là, franchement, Liverpool peut se sentir chanceux d'avoir un gardien comme Alisson qui a tout sorti. Parce que finalement, pour moi, c'est pas les joueurs du PSG qui ont raté les occasions. C'est Alisson qui a tout sorti. Du moins quand c'est Alisson qui les a sortis. Quand le PSG tirait au-dessus et que c'était un défenseur qui l'a sorti, c'est différent. Mais c'est quand même fou. Mais tu vois, le script allait forcément finir par taper. Quand tu vois que sur un long ballon, Marquinhos perd son duel contre Darwin Nunez, qui là se retrouve au milieu de 4 défenseurs du Paris Saint-Germain qui sont tous réunis au même endroit. Tu comprends pas pourquoi, il n'y a pas plus d'écart, ils n'ont pas plus à couvrir le terrain sur la largeur. Mendes qui s'est totalement endormi depuis le départ de Salah sur le banc. Harvey Elliott qui fait l'appel. Frappe croisée, enfin du moins frappe un peu enroulée croisée ici.
la main pas ferme de Donnarumma, et c'est là où tu vois la différence quand tu as un gardien qui a la main ferme, un gardien de classe internationale, et un gardien qui est de classe, alors je vais pas dire classe passoire, mais de classe moyenne en fait. Là aujourd'hui, c'est pas normal que Donnarumma, il a un seul arrêt à faire, il le fait pas. C'est pas lui le plus gros fautif ici. C'est plus Marquinhos au duel et bien sûr Mendes qui prend pas Harvey Elliott. Mais là, normalement, un grand gardien, comme au Real Madrid, t'as Courtois ou t'avais Lounine, comme au Barça en ce moment, t'as Chesney, comme t'as Neuer au Bayern. Là, t'as une occasion, faut la sortir. C'est tout. Là, tu peux pas te prendre le but ici. C'est pas possible. C'est pas possible. En tout cas, le Paris Saint-Germain, 1-0, le script semblait être écrit à l'avance, tellement c'était trop beau pour être vrai. Mais en tout cas, ils peuvent être fiers de leur performance, de la solidarité collective, du jeu qu'ils ont produit, à l'image de ce qu'ils ont montré contre Manchester City quelques semaines avant. Mais pour moi, le PSG, même si Liverpool au retour à Anfield sera peut-être plus conquérant, va peut-être jouer plus haut, ou profiter simplement que le PSG va devoir se découvrir pour peut-être rester encore un peu bas et se projeter encore plus vite qu'ils ne l'ont fait ici où c'était quand même assez médiocre. On a quand même une équipe de Liverpool qui a battu le champion de France, le champion d'Espagne, le champion de je sais plus quel pays, d'Allemagne, etc. Sans prendre de but. Donc c'est quand même une équipe Liverpool qui a la mentalité de champion, qui est solide, qui est efficace, très efficace pour le coup, et qui a su faire la différence. Et c'est une vraie équipe de champions, Arne Slot, ce qu'il est en train de créer là. Et pour moi, c'est sûr que le Ballon d'Or se joue là avec tout ce qui va être Salah, Dembélé, toute la clique. Tu vois, si tu te fais sortir en huitième, tu perds l'occasion d'avoir un Ballon d'Or. Mais pour le coup, moi je pense quand même que même si Liverpool pourra soit jouer plus haut ou simplement attendre le PSG et avoir de meilleures intentions au retour, moi je reste persuadé que si le PSG joue le même football mais en étant plus efficace et un peu plus chanceux, moi je pense qu'ils peuvent battre le PSG en field, hein. Le PSG c'est la seule équipe de France je crois à avoir perdu le match aller à domicile contre le Barça l'an dernier et avoir gagné 4-1 là-bas. Du coup la première équipe française à s'être qualifiée dans ces conditions. Et pour moi ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Donc tu vois, autant les Verkusen, je les vois pas faire une remontada, autant le PSG, moi je les vois bien gagner 2-0 là-bas. Ou voire 3-1, tu vois, c'est possible, hein. Franchement, il y a tellement de choses qui est possible, les amis, on sous-cote trop. Moi je vous dis, on sous-cote trop. On sous-cote trop. Enfin bref, pour terminer, alors le match que j'ai peut-être le moins suivi, parce que forcément vu le scénario du match, et par rapport, bon, Benfica-Barcelone, moi j'étais sûr que le Barça allait exploser Benfica de base, alors finalement ils ne les ont pas explosés. Quand tu vois les statistiques, 26 tirs à 10 pour Benfica qui était à 11 contre 10 à partir de la 22e minute, Pau Cubarsí qui se fait justement exclure, hein, le mec il ose dire quand même qu'il a touché le ballon. Alors, parce que bon, il a tout pris sauf le ballon, évidemment. Quand tu vois que Pavlidis, c'est un joueur qui est très malin, qui avait déjà montré beaucoup de choses lors du 5-4 contre le Barça. Là, il a récidivé en étant à la limite du hors-jeu, en étant toujours malin dans ses déplacements, toujours vicelard, etc. Et là, Koubarsi s'est fait avoir. Et Koubarsi qui aurait pu, en tout cas, précipiter une chute du Barça si, évidemment, en face, tu avais l'équipe de Benfica qui était plus inspirée. Parce que je vous jure, moi, le match, quand je l'ai regardé, j'étais frustré. Même si je suis pour le Real, honnêtement, j'ai pas sauté non plus la victoire de Benfica parce que, en fait, quand je voyais comment Benfica jouait à domicile, j'étais en mode, mais ils sont ridicules. Les mecs, je sais pas, ils essayaient trop de porter la balle, ils essayaient trop de chercher les solutions parfois individuelles. Collectivement, là, j'ai pris cette image-là parce qu'elle est criante. Il y a une longue balle sur le joueur qui est tout seul ici, et en fait, elle est totalement ratée. Du coup, le joueur, il lève la main pour dire en mode, je l'ai pas, et désolé et tout, t'as bien joué quand même pour la passe. Mais en fait, Benfica, ils sont précipités. Tu vois, je pense qu'ils ont tellement eu en tête le 5-4, où il y avait quand même des polémiques, où ils auraient pas dû perdre ce match normalement, qu'ils sont précipités. Je pense qu'ils ont tellement eu la confiance à 11 contre 10 que leur frappe était un peu forcée, que le plan de jeu n'était pas bon, etc. Et en tout cas, quand malheureusement tu n'es pas capable de battre une équipe qui est en infériorité numérique, que tu n'es pas capable de profiter de tout ça, de profiter d'être à domicile, de profiter de l'aplomb de tes supporters, de profiter de tes temps forts, et en plus de mettre à mal autant de Chesney, gagne adverse, qu'une équipe comme le Barça qui souffrait énormément, tu finis toujours par te faire punir. Et aujourd'hui, t'as Rafinha qui récupère un ballon haut et qui se retrouve tout seul au 25 mètres et qui va te mettre une frappe croisée monumentale. C'est digne de champion, ça. Moi, je vous dis, c'est peut-être l'année du Barça. C'est peut-être l'année du Barça, comme je l'avais déjà dit avant, par rapport déjà à la route de leur côté, qui est quand même beaucoup plus ouverte que de l'autre côté du tableau. Et après, vu leur forme du moment, vu leur jeu collectif qu'ils déploient en Espagne et tout, moi, le Barça, je vous le dis, c'est avec Liverpool de base, les meilleures équipes depuis le début de saison.
et le PSG collectivement éventuellement. Mais c'est vrai que le Barça, là, quand tu sors de ce match-là à 10 contre 11, que tu mènes 1-0, que tu gagnes 1-0 et que tu as eu autant de solidarité défensive, moi franchement je dis bravo, tu vois. Autant le PSG, je les ai applaudis hier parce qu'ils ont été hyper bons, hyper solides, hyper forts, tu vois, sur tous les domaines de jeu, même s'ils ont perdu. Le Barça hier n'a pas eu à forcer son talent collectif, mais c'est un est remis à une individualité qui est vraiment au top depuis le début de saison. Mais surtout, ils ont été ultra solidaires derrière. Parce que Benfica, malgré que je disais qu'ils ont été un peu attentistes, ils ont été un peu mous et tout ça, beaucoup de passes ratées, beaucoup de lacunes, beaucoup de manque de patience, ils ont quand même eu des occasions. Et Chesney a veillé au grain, les défenseurs ont veillé au grain, et franchement, tenir 70 minutes à 11 contre 10, à 10 contre 11, à l'extérieur, c'est pas facile, surtout dans un contexte de Ligue des Champions, qui aurait pu, quand on connaît l'historique du Barça à 10 contre 11 en Ligue des Champions, bah tu peux te précipiter. Imagine le Benfica, il gagne 3-0 contre le Barça hier. Franchement, toute la bonne saison du Barça aurait été foutue. Après, peut-être qu'à Barcelone, il pourrait gagner 4-0. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, quand tu vois l'historique du Barça à 10 contre 11 en Ligue des Champions, ils auraient pu jeter à la poubelle en 20 minutes peut-être tous les efforts d'une grosse saison. Tu vois, sachant qu'en Copa del Rey, ils ont fait 4-4 contre l'Atlético, ils vont devoir se déplacer là-bas. Que la Liga, pour l'instant, ils sont devant, mais ils ont encore l'Atlético à jouer et encore le Real à jouer, et on verra bien comment ça va se passer. Donc tu vois, ça peut aller très vite une dynamique. Et franchement, le Barça, je tiens quand même à les féliciter. Parce que cette victoire-là, au mental et au forceps, franchement, je suis pas sûr que le Real aurait réussi à faire pareil. Enfin bref, en tout cas pour moi le Barça a fait le plus dur et devrait gagner pareil 2 ou 3-0 à Barcelone. Moi j'avais dit de toute façon que le Barça se qualifierait à plus 4. Donc pour l'instant il y a plus 1. Et je pense que Benfica a raté totalement son occasion de passer. Et à moins de grosses polémiques ou encore un carton rouge au retour et plus de chance côté Benfica ou plus d'assiduité côté Benfica, le Barça à domicile ils vont les plier. Donc tu vois, pour récapituler, Leverkusen, pour moi, c'est éliminé, c'est foutu. Le PSG, pour moi, peut toujours se qualifier à Liverpool. Et le Barça va se qualifier sur un plus 3, plus 4 au retour. Enfin bref, les amis, je suis très fatigué. Je pense que ça s'est entendu que je perdais un peu d'énergie au fur et à mesure de la vidéo. Je vous laisserai en tout cas vous abonner, cocher la cloche, me donner tous vos avis sur cette vidéo. Et puis je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos où je serai plus en forme évidemment ce week-end. Et puis merci à tous de m'avoir écouté. Ciao!